dizaine de secondes, et puis je vais vous rappeler comment on a fini la dernière fois. D'accord. Et vous pouvez ensuite reprendre votre histoire, parce que j'avais aussi une question. En fait, vous avez fini la dernière fois. D'abord, enfin, la fin, c'était une petite anecdote qui concernait Monsieur Ultaya qui est venu oui. chez vous Oui. un jour. Oui, chez mon frère, oui. Voilà, chez votre frère. Mais juste avant ça, sur le plan politique, vous nous avez raconté entre 79 et 83 un peu les hésitations pour la fondation des Flammes. Les Flammes, oui. Et vous avez passé un peu rapidement, à mon goût, Oui. sur le manifeste, la sortie de le manifeste, l'écriture, la rédaction de le manifeste, et un peu ses conséquences. D'accord. Donc j'aurais bien aimé si on pouvait reprendre juste là. D'accord. Hein? On reprend juste... Juste au moment de la fondation des Flammes et le travail sur le manifeste et ce qui en a suivi. D'accord. Est-ce que pour le son, ça va? Ouais. Ok. Comme vous voulez. On peut commencer? Voilà. Donc... Excuse-moi 2 secondes. Votre micro n'est pas bien orienté, Jackie. Comme il doit, en principe. Je vais pousser plus par là. Il faut quand même qu'il soit orienté vers la bouche. Ok. C'est bon. Donc l'idée de regrouper l'ensemble ce qu'on pourrait appeler des groupuscules politiques noirs en Mauritanie avait eu lieu dès 1978 après le coup d'État contre Ould Daddah. Mais ça a été difficile dans la mesure où il y avait tellement de contradictions, on ne peut pas dire contradictions dans l'analyse politique, mais beaucoup plus de contradictions entre les personnes, les personnalités. Donc il y avait des conflits de personnalités et ceci, nous suivons jusqu'à présent d'ailleurs les conséquences de cela. Donc de 1979, ce sont surtout les membres du MEN, du mouvement des élèves et étudiants noirs, qui se sont beaucoup investis dans le regroupement de l'ensemble de ces groupuscules pour former désormais un seul mouvement politique cohérent qui puisse faire face au système. Mais cette gestation a duré longtemps, de 1979 à 1983. Parce que certains peut-être pensaient que le fait qu'il y ait regroupement ne leur donnerait pas la possibilité de diriger donc ce mouvement. Mais à la fin, voyant que les choses perduraient et que c'était à notre détriment, le mouvement le mène sur conseil de certains de nos aînés qui n'étaient pas directement impliqués donc dans cette phase de gestation. On proposait donc que nous, quel que soit, même si d'autres groupuscules refusent systématiquement ce regroupement, que ceux qui ont cette volonté le fassent. Parce qu'il ne faut pas que notre combat soit retardé par des ambitions politiques personnelles. Et donc le MEN, le mouvement des élèves et étudiants noirs de Mauritanie, le MPAM, le mouvement populaire africain de Mauritanie, et l'ODINAM, Organisation pour la défense des intérêts des Noirs de Mauritanie, ont décidé donc d'organiser un congrès pour nous regrouper, nous tous. Bon, c'est à la fin que l'UDM, Union démocratique mauritanienne, a fini par s'y associer aussi. Donc le congrès a été organisé le 13 et le 14 mars 1983. Et à la suite de ce congrès, les Flammes ont été créées. Le congrès était à Nouakchott? Oui, à Nouakchott même. Bon, évidemment, on a fait courir le bruit que le congrès avait eu lieu ailleurs, mais il ne fallait pas attirer l'attention du système sur notre combat. Et j'ai été élu donc secrétaire général des Flammes. Et nous avons mis en place donc le bureau. Le bureau a été mis en place, et nous avons décidé tout de suite de travailler. La première phase de travail pour nous, elle devait durer 5 ans. Donc reconstituer toutes les structures qui existaient aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, ce qui nous a amené d'organiser souvent des missions à l'intérieur et à Nouakchott, pour mettre en place les structures et sensibiliser tout le monde. Donc tout ce parce que c'était une structure clandestine, donc il ne fallait pas que le système soit informé, il ne faut pas aussi que
d'autres personnes soient informées dans la mesure où ça pouvait amener ce système, le gouvernement de Haïdallah. À l'époque, c'était Haïdallah, ce n'était pas Oultaya. Donc, de mener une répression parce que nous avions bien une volonté de lutter systématiquement contre le système, mais plus dans la façon dont nous le faisions de dénonciation, mais de lutter systématiquement pour la destruction de ce système. Bon, le problème, après 5 ans, nous devions aller dans l'action militaire comme dans l'action politique. Et nous, à l'époque, nous raisonnions exclusivement dans le cadre mauritanien. Nous ne pensions pas à une campagne de sensibilisation internationale pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur la question qui se posait en Mauritanie. Bon, il a fallu qu'on discute avec beaucoup de personnes qui nous ont dit oui, mais vous ne pouvez pas lutter contre ce système qui est aidé par les autres pays arabes si vous-même, vous ne sensibilisez pas l'opinion internationale, que ce soit l'Union africaine, bon, à l'époque c'était l'OIA ou les Nations Unies ou toutes les commissions des droits de l'homme sur la situation en Mauritanie. Et c'est à la suite de cela qu'on a décidé donc de produire un document. Bon, disons que depuis 1977 déjà, on y avait pensé, produire un document qui ferait un diagnostic de la situation et le distribuer à travers le monde pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur la situation en Mauritanie. Nous l'avions commencé déjà au Sénégal en contactant des partis politiques sénégalais, des intellectuels sénégalais, en leur montrant des documents produits dans des journaux, des informations produites par des journaux arabes sur la situation en Mauritanie, assimilant la Mauritanie à la Palestine, que c'est un pays arabe et que on nous assimilait à des juifs. Donc toute cette campagne d'information, on l'avait faite de façon assez, disons, discrète auprès des autorités sénégalaises qui n'étaient pas moins informées que nous, hein, et aussi des intellectuels et des partis politiques sénégalais pour leur demander d'intervenir auprès des autorités sénégalaises pour qu'il y ait une plus grande pression. Bon, au Mali aussi, on avait commencé, mais de façon un peu plus timide. Donc, lorsque nous avons décidé de produire ce manifeste, faire un diagnostic, mais nous n'avions pas conscience de l'impact que ce document allait faire après. Et je me souviens d'ailleurs, lorsque on faisait le tirage, un de mes amis maintenant qui est à Denver me disait, mais tu te rends compte, ça va faire une bombe. Bon, moi, personnellement, je n'avais pas conscience de cela. Et on avait décidé de produire le manifeste depuis sous Haïdallah. Pourquoi ça a tardé? C'est parce qu'on avait des problèmes matériels, bon, la mise en place de l'organisation du comité de rédaction et tout ça. Bon, c'est à la fin que c'est sorti, donc en avril 1986. Et nous l'avons distribué à des personnalités politiques mauritaniennes, morts comme noirs, et à qui on avait demandé leur point de vue. Parce que nous, ce que nous cherchions, c'est un débat national. Et certains nous ont dit, oui, mais il faut sortir le document et le distribuer aussi au Sénégal et dans les autres pays limitrophes. Bon, nous avons donc décidé de l'envoyer au chef d'État africain. C'est ce que nous avons fait. Étant donné aussi l'influence que les marabouts ont dans notre société, on avait dit bon, qu'il fallait aussi le distribuer à des personnalités religieuses du Sénégal comme de Mauritanie, noires, pour qu'elles essaient de sensibiliser aussi les populations. Mais le manifeste n'était pas signé Flamme? Non, on n'avait pas osé le faire parce qu'on avait dit si jamais on le signait, le gouvernement et le système allaient apprendre l'existence de notre mouvement. Or, il était clandestin et personne n'était au courant parce que nous avions un réseau de renseignements qui nous permettait de vérifier souvent à la direction de la sûreté si il y avait des informations qui parvenaient sur le manifeste, ou bien sur les flammes, pardon. Et on savait que non, il y avait aucune information. Donc pour nous, il ne fallait pas le faire parce que ça allait tout de suite attirer l'attention sur certains individus. Bon, lorsque certains d'entre nous ont distribué le document à des personnalités politiques noires, celles-ci nous ont reproché de ne l'avoir pas signé. Nous avons dit que non, pour des raisons de stratégie, il ne fallait pas le signer. D'autres même s'étaient portés volontaires pour remettre officiellement le document à Oultaya
comme contribution et l'inviter à organiser un débat national. Nous avions dit que non parce que nous avions des amis qui connaissaient parfaitement bien l'état d'esprit de cet individu, sa capacité de réagir de façon extrêmement violente. Pas lui, mais le système lui-même. Parce que le système, tant qu'on ne remet pas en cause ce système, tant qu'on accepte que ce pays est un pays arabe et qu'il ne peut être dirigé que par des Arabes, on peut nous laisser vivre. Mais dès lors qu'on cherche à remettre en cause ce système, c'est la répression systématique. Bon, on a raisonné dans cette logique, donc nous avons décidé de ne pas signer le manifeste, tout en sachant qu'il y a des morts qui savent très bien que le manifeste a été produit par les flammes. Évidemment, pour justifier toujours cette répression, ils ont fait courir le bruit après qu'en réalité ce ne sont pas les flammes qui ont produit ce manifeste, ce sont plutôt l'État d'Israël. Oui, enfin, si j'avais bien compris, Oultaya a pris connaissance du document à l'étranger, c'était pas un Nouakchott. Non, il l'avait. Vous savez, on avait un système d'organisation tellement efficace que tout document qu'on produisait, le matin, quand le ministre ou le chef d'état-major ou le président allait dans son bureau, il le trouvait tout de suite. Et ça, on le faisait depuis Oulaïdallah. Et il savait, parce que tous les ministres du gouvernement de l'époque ont reçu un exemplaire du manifeste dans le bureau. Et juste, le processus de rédaction, c'était un processus classique, ébauche, comité... Non, il y avait une commission de rédaction. Parce que en 1985, j'avais demandé à quitter le poste de secrétaire général pour m'occuper de l'information et de la formation idéologique. Donc, il y a eu le congrès de 85 et donc j'ai occupé le poste pour m'occuper de ça. Et j'ai mis en place donc une commission de rédaction composée d'une dizaine de personnes. Mais à la fin, beaucoup se sont désistés, soit parce qu'ils ne voulaient pas du tout y travailler, soit par manque de temps et autres. C'est l'une des raisons aussi qui explique le retard de la sortie du manifeste. Bon, nous avions dit une chose. Il fallait que nous produisions un document que l'on ne pouvait pas, dont le contenu ne pouvait pas être nié. Donc, il fallait avoir des informations précises que les enquêteurs extérieurs pouvaient vérifier sur leur véracité. C'est pourquoi nous avons dit qu'il ne faut rien inventer. Il faut tout produire sur du concret. Être extrêmement objectif. Donc, on fait une petite pause alors. Excusez-moi. Non, mais c'est les bruits de la cuisine. Donc, on ouvre les mains. Donc, vous avez dit pour les exigences de ce... Oui, il y avait une exigence extrêmement rigoureuse. Il ne fallait pas inventer les choses. Donc, il fallait que nous avons proposé à des individus, sans leur dire, parler de ce projet de rédaction du manifeste, s'ils pouvaient nous aider à avoir de la documentation. Donc, ce qui fait que ce soit à la banque, que ce soit dans le commerce, que ce soit à l'éducation nationale, toutes les informations que l'on trouve dans le manifeste, ce sont des informations qui ont été collectées directement aux sources. Bon, il nous arrivait de dérober le document, de photocopier et de le remettre sur place tout de suite. Bon, donc c'est sur la base de tous ces documents et c'est sur la base aussi d'enquêtes sur le terrain, de témoignages, que ce soit à Nouakchott ou à l'intérieur du pays, ou d'autres personnalités politiques ou bien qui ont eu à occuper des postes importants au sein de l'administration, que nous avons interviewés, mais ces personnes ne savaient pas donc quel était l'objet de ces enquêtes. Donc pour nous, il fallait produire un document, en résumé, produire un document qu'on ne pouvait pas contester. D'accord. Alors, je déduis de ce que vous dites que vous n'étiez pas vous-même, vous ne faisiez pas partie du comité de rédaction. Si, c'est moi-même qui dirigeais le comité de rédaction. C'est moi qui l'ai dirigé. Bon, nous n'avons pas l'habitude d'en discuter, mais disons l'essentiel, c'est moi qui l'ai rédigé, sauf la partie éducation. C'était Sambatiam et Jibril. Bon, l'information, c'est
pour tout ce qui concerne l'information, la presse et autres, c'est un de nos camarades qui s'appelle Ibrahim Kassoum qui est décédé le 21 septembre dernier, qui a eu une crise cardiaque, décédé à l'âge de 60 ans, donc qui était avec nous à Walata. Et aussi, les femmes ont eu à jouer un rôle important dans la mesure où c'est elles qui dactylographiaient le document. Ok, donc le document sort. Oui, donc nous avons produit le document. Évidemment, il a été beaucoup censuré aussi parce qu'au départ, il faisait près de 100 pages. 100 pages parce que nous allions dans tous les détails et aussi même pour ce qui concerne l'islam et tout, parce que nous avons quand même des cadres dans ce domaine qui nous ont beaucoup aidés aussi à argumenter. Et donc, il fallait absolument sortir le document. Bon, nous l'avons sorti. On avait fait 100 exemplaires et ensuite on l'a traduit en arabe, on l'a traduit en pulaar. On n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour la traduction en wolof et en soninké parce que nous n'avions pas des gens en qui nous avions confiance pour ces deux langues. Bon, on a dit qu'en attendant, on se contente de l'arabe et du pulaar parce que l'écrasante majorité de cette composante, c'était essentiellement des Fulbe. Bon, donc voilà, parce qu'on a l'habitude de nous poser la question pourquoi ça n'a pas été traduit en Wolof et en soninké, c'est parce que nous n'arrivions pas à trouver des gens en qui nous avions confiance. Les soninké et les Wolof, ils avaient tendance à se regrouper dans d'autres formations politiques ou de s'identifier à d'autres formations politiques. Non, les Flammes, il y avait des Wolofs et des Soninké aussi, mais ils n'étaient pas aussi nombreux parce que c'est ça aussi notre problème en Mauritanie, c'est que la composante dynamique qui conteste systématiquement le système et qui s'implique de façon assez visible, c'est beaucoup plus les Fulbe. Bon, ça, c'est un débat sociologique, historique qui est assez long, sur lequel peut-être nous reviendrons un jour, mais ce que nous avons constaté quand même depuis l'époque coloniale, jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout les Fulbe qui s'impliquent beaucoup plus de façon assez ouverte par rapport aux autres. Et on l'a vu d'ailleurs en 1966, le manifeste des 19 qui a été produit, sur les 19, 15 c'était des Fulbe. Bon, les Wolofs n'ont pas voulu s'impliquer alors qu'on avait convoqué tout le monde, mais ils sont tous sortis. Et les Soninko, il n'y avait que 4 qui étaient restés, qui ont accepté donc de signer le manifeste avec les autres. Donc c'est ce qui explique. Bon, les Flammes aussi, c'est la même chose jusqu'à ce jour, parce que beaucoup de gens, le régime aussi a voulu faire comprendre à l'opinion internationale que dans ce pays, c'est essentiellement le Fulbe qui cause tous ces problèmes. Et sans eux, le pays serait dans une sorte de havre de paix, ce qui est absolument faux. Bon, on a une culture de contestation de politique et tout, d'autres raisons sur lesquelles nous reviendrons. Bon, pour en revenir au manifeste, nous l'avons traduit en pulaar, mais nous n'avions pas fini les corrections lorsque nous avons été arrêtés. Alors qu'en arabe, c'était déjà terminé. Et on l'avait distribué à tous les grands marabouts du Sénégal et de Mauritanie. Et bon, ensuite, lorsque nous avons appris qu'il devait y avoir la conférence des pays non alignés à Harare, nous avions un de nos amis qui était journaliste, qui devait y aller. Bon, on lui a dit s'il peut, c'était une opportunité pour nous d'internationaliser cette problématique. Alors il a amené des exemplaires qu'il a distribués à la conférence des non-alignés. Et beaucoup de chefs d'État aussi ont reçu ça par l'intermédiaire de nos réseaux aussi. Et c'est en ce moment, parce que lorsque le manifeste a été distribué au départ, ils n'ont pas réagi. Bon, sauf que nous avons eu des informations par l'intermédiaire de quelques morts qui nous disaient qu'il fallait faire attention parce que les bassistes et les Nassériens sont en train de sensibiliser Oultaya pour qu'il y ait une répression parce qu'ils sont convaincus que derrière ce manifeste, il y a un pays, c'est Israël, il y a le Sénégal. Donc si jamais ils ne réagissaient pas, ce serait la fin du système. Et c'est à Harare, il en a été convaincu, mais c'est surtout après sa tournée au mois de juillet 86 à Kaïdi, où il a entendu des discours hostiles au système, hostiles au régime,
montrant que ce pays était invivable dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvions, parce qu'il y avait un problème de cohabitation et que depuis 1960 jusqu'à présent, les différents régimes qui se sont succédés ne veulent pas résoudre ce problème de cohabitation. Alors c'est à la suite de cette tournée que les bassistes et les Nassériens, d'autres lui ont dit, voilà, vous voyez, c'est organisé, la production de ce manifeste, tout ce discours, ensuite la distribution de ce manifeste à Harare, c'est organisé. Ils ont un objectif bien précis et derrière eux, il y a le Sénégal et l'État d'Israël. Donc il faut réagir immédiatement. C'est à la suite. Et pourtant, on a des personnalités négro-africaines qui avaient discuté avec lui pour lui dire, oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas organiser un débat? Mais déjà, lui, il était convaincu. Bon, ceux qui menaient cette campagne de combat, c'était le colonel Saint-Père, Djibril Ould Abdallah, parce que pour lui, il fallait saisir cette opportunité pour montrer qu'il est dans la même logique que les Maures et qu'il est, parce qu'à un certain moment, certains nationalistes bassistes disaient qu'il n'était pas du tout arabe, que son père est français, sa mère est mauresque. Bon, pour lui, il fallait qu'il montre qu'il est beaucoup plus arabe, beaucoup plus bizarre que les autres, quoi. Donc voilà, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, des listes, parce que nous avions un réseau qui nous avait déjà informé qu'une liste avait été faite et qu'il fallait faire attention. Est-ce qu'il ne fallait pas d'ailleurs encourager ceux qui figurent sur la liste de quitter le pays pour échapper aux arrestations? Bon, tout le monde n'était pas informé. Certains individus seulement parmi nous étaient informés, mais n'avaient pas tellement voulu y croire. Et bon, pour eux, non, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucune chance, menace d'arrestation. C'est quelques jours après que les arrestations ont commencé, alors que ces personnes étaient bien informées de ce qui se passait, parce qu'elles étaient dans la gendarmerie, elles avaient vu ces listes. Et elles étaient parties voir les personnes même qui figuraient certaines personnes qui figuraient sur cette liste, en leur disant, informez les autres, prenez vos précautions, prenez vos dispositions, essayez de quitter le pays, sinon vous risquez d'être arrêtés. Mais ces personnes n'ont jamais voulu y croire. Ok, on était après Harare, on était à quelle époque? C'était en 1986, entre juillet et août. Entre juillet et août. Donc, bon, nous aussi. Et vous-même, vous avez été averti, hein? Non, je n'étais pas averti. Je n'étais pas averti, mais on avait quelques soupçons parce que c'était à la veille des élections législatives, municipales, pardon. Et nous aussi, nous avions commencé à nous organiser pour essayer de sensibiliser l'opinion sur la nécessité de boycotter ces élections. Et on faisait souvent ces réunions. Et une fois, je me souviens, on avait tenu une réunion, après avoir mobilisé des éléments soniques comme Wolof aussi, qui ont assisté à cette réunion. C'était Cheikh Djigo Tafsir qui est décédé à Walata. Et nous avons vu quelqu'un arriver. Cette personne, on n'a jamais eu de contact, qui n'est pas dans notre environnement politique. Et cette personne, je me souviens, c'était au temps d'Aïdallah qui avait menacé, parce que bon, on habitait dans la même rue, et une fois, cette personne a dit, oui, nous avons constaté que vous ne venez pas aux réunions des structures d'éducation des masses. Mais nous lui avons répondu que non, nous ne sommes pas dans les structures d'éducation, ça ne nous intéressait pas. Il a menacé de nous dénoncer au régime si jamais nous ne venons pas aux réunions des structures d'éducation des masses. Donc c'est une personne que nous avions déjà indexée. Alors cette personne se présente à notre réunion. Alors on était tous étonnés. Bon, puisqu'on est tellement habitués à nous réunir et à communiquer physiquement, par des regards et tout, nous nous sommes dit que si cette personne n'a pas été avertie, donc c'est certainement une autre personne qui l'a informée, donc il faut faire attention. Alors nous avons parlé d'autre chose. Et cette personne nous a dit, oui, qu'elle a appris que le manifeste, il y avait un document qui s'appelait manifeste qui était sorti et qu'elle voulait avoir un exemplaire. Bon, Tafsir lui a dit que non, lui il n'est pas au courant, de toute façon lui il ne lit pas le français, il lit l'arabe, il n'a jamais lu ce manifeste, alors que c'est lui qui avait fait toutes les corrections en arabe et c'est lui qui avait fait toutes les corrections en poulard aussi. Bon, évidemment, effectivement il ne lisait pas le français, moi je dis non, je ne suis pas au courant. Si on était au courant, peut-être que bon, on lui aurait donné un exemplaire. Il a insisté une deuxième fois. Aboubakr Khalid lui a dit que non, on n'est pas au courant. Mais si jamais il trouvait ce document,
Est-ce qu'on pourrait en avoir un exemplaire parce que ça nous intéresse nous aussi. Alors nous avons fini par lui faire comprendre que nous n'étions pas au courant de ça. Mais ça nous a quand même étonnés. Et paradoxalement, lors des arrestations, il a été arrêté et emprisonné à Nouakchott avec nous et à Walata aussi. On n'a jamais réellement compris le rôle qu'il jouait. Et jusqu'à présent, on se pose des questions sur le rôle que certains qui ont été arrêtés avec nous, qui ont vécu à Nouakchott, à Walata et à Youn, qui ont été arrêtés, qui ont fait 3 ans, 4 ans de prison, quel rôle ces personnes jouaient dans le système de réseau de renseignement, on ne sait pas. On continue toujours à se poser des questions. Mais ce n'étaient pas des personnes qui étaient impliquées dans l'action que nous menions. Parce que nous avions nous étions structurés de telle façon que nous savions qui était qui et qui faisait quoi dans notre structure, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Donc, vous êtes arrêté? Bon, donc moi j'ai été arrêté à la maison, donc c'était le 4 septembre. Et bon, j'étais, parce que mes enfants étaient partis en vacances chez leur tante à Dakar, et j'étais donc avec mon épouse à la maison. Et parce que j'avais un objectif, début 87, il fallait que je soutienne ma thèse. Bon, j'avais terminé la rédaction, je faisais toutes les corrections, et les soirs, je restais très tard parce qu'on était en vacances. Et pendant ce temps aussi, on continuait à faire le travail d'enquête parce qu'à chaque fois qu'on produisait un document, on le distribuait, on déléguait certains individus pour aller s'infiltrer dans tous les milieux pour avoir les points de vue, les avis des gens. Bon, c'est sur la base de toutes ces critiques qu'on faisait certaines corrections pour le prochain document. Et donc, on collectait tous les avis. Et donc, mais j'étais surtout sur la rédaction de ma thèse. Et entre-temps, on avait été contacté par des jeunes officiers noirs une semaine avant et qui voulaient être aussi formés politiquement et aussi formés du point de vue organisation, structure, parce que beaucoup de jeunes officiers avaient été très marqués par le manifeste, notamment sur la problématique de l'avenir de tous ces cadres, parce que ce qu'on avait constaté, c'est que beaucoup d'entre eux avaient leur avenir bloqué, malgré leurs compétences, tout simplement parce que par cette politique d'arabisation, et nous l'avions signalé d'ailleurs dans le manifeste, et qui nous avait demandé de les aider à se structurer. Et donc, comment les former, comment ils se structurent à l'intérieur du pays, comment communiquer entre eux et tout. Et on avait pris rendez-vous le 4 septembre à la maison. Alors j'étais, parce qu'on avait quelques petits travaux à faire dans la maison, des réflexions, et j'étais avec les ouvriers. Et mon épouse m'a dit, il y a des gens qui viennent te chercher, qui te cherchent. Bon, je pensais que c'était eux, parce qu'on avait rendez-vous à 14h. Je pensais que c'était eux. J'ai dit, ah oui, ça doit être un tel. Et je suis descendu, c'était 2 policiers. Un Maure et un Haratine, mais qui est originaire de Kaïdi, qui parlait couramment un Pulaar, que j'avais eu l'occasion de rencontrer quelques mois auparavant. Non, je crois que c'était 2 ans auparavant. Bon, il y a eu un incident parce que j'avais changé mon passeport et dans le cadre de la politique d'arabisation, de négation de nos identités, ils avaient commencé à enlever les noms patronymiques. Donc on avait mis seulement Ibrahim Abou Zakaria, le nom de mon père. J'ai dit que non. Bon, ça c'était toujours dans le cadre de cette politique de négation de nos identités africaines. Bon, il m'a reconnu, j'ai dit, oui, il y a le commissaire qui a besoin de vous, Kerani. Oui, d'accord, j'arrive. Je n'avais pas soupçonné que le matin, ils avaient commencé à arrêter certains de nos camarades, dont Mamadou Youssouf qui travaille à la Banque centrale. Et j'ai pris mon sac, j'ai dit à ça, bon, on était en train de faire du thé, j'ai dit, bon, tu suspends la séance de thé, j'arrive tout de suite.
Mais c'est 4 ans plus tard que je suis revenu à la maison. Et je suis parti donc, arrivé au commissariat, j'ai entendu le policier dire au commissaire Monsieur Sall est arrivé. Donc on m'introduit dans le bureau du commissaire, il prend le téléphone, il téléphone tout de suite pour dire l'élément est arrivé. À qui il a dit, je ne sais pas, peut-être que c'est la direction de la sûreté. Bon, il s'est mis à dire, oui, vous avez fait des choses extrêmement graves, hein, vous allez voir, vous allez voir. Vous êtes des traîtres. Je ne lui ai même pas répondu. Bon, ensuite, on nous a amenés à l'école de police. Et arrivé à l'école de police, on nous a mis à l'entrée, bon, déshabillés, tous nos bagages. Et on a mis dans une salle isolée avec un policier avec son fusil. Et lorsque ses supérieurs sont partis, il me dit, oui, vous avez fait des choses extrêmement graves. J'ai dit quelque chose extrêmement, oui, mais vous voulez renverser le régime. C'est très grave. Et ça, c'est le policier Aratine. Parce qu'à partir de mon arrestation jusqu'à ma libération, on n'a jamais eu de contact avec des policiers en dehors des policiers Aratine ou morts. On avait écarté tous les policiers Wolof ou Soninké ou Poulard. Uniquement des policiers Aratine et morts. Bon, ensuite, la première nuit, je l'ai passée seule. Et il ne fallait pas se coucher, il fallait marcher. Dès qu'on commençait à faiblir un peu, on s'assoit. C'est le coup de sifflet et la menace de nous fusiller. Si vous vous couchez, on tire sur vous, hein, espèce de salopard. Ben, j'ai dit, vous n'avez pas à m'injurier, on ne se connaît pas. J'ai dit, mais vous êtes des traîtres. Bon, j'ai compris qu'il était complètement monté contre moi et j'ai pas voulu insister. Alors, le lendemain, j'étais complètement épuisé et ensuite, on nous a transférés dans un autre bâtiment. Mais avant qu'on nous transfère, j'ai reconnu des voix qui passaient, que ce soit Guy Oumar, et aussi Sissahir. Et j'ai appris aussi que les TN, Youssouf Gueye, tout s'était arrêté, donc j'ai compris qu'il y a des arrestations. Mais quels sont les liens entre moi et TN et ces individus, je ne sais pas. Mais c'est au fur et à mesure que j'entendais tel a été arrêté que j'ai commencé à comprendre peut-être que ça doit être un lien avec les flammes. Bon, ensuite on nous a transférés dans un autre bâtiment de l'école où j'ai vu les autres, que ce soit les Djigo Tafsir. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, la nuit, donc on m'a dit de sortir, les mains liées derrière le dos, et on m'a conduit dans une cour et j'ai vu quelqu'un assis à une chaise. Derrière lui, il y avait le drapeau de la Mauritanie et entouré par des policiers avec des fusils. Alors j'étais tellement épuisé que je ne réalisais pas vraiment l'action. Et il y a un policier qui m'a donné une gifle, tiens-toi bien devant le commissaire, le directeur. La Mauritanie vous a donné tout et maintenant vous voulez renverser la Mauritanie, vous êtes des ingrats, vous n'êtes que des étrangers qui voulaient renverser en tout cas ce régime. Je n'ai pas répondu. Et il m'a dit, c'est vous Ibrahim Abou Sall? J'ai dit oui, c'est moi. Fils de tel, j'ai dit oui. Bon, vous êtes arrêté parce que vous avez trahi le pays qui vous a accueilli. J'ai pas répondu. Bon, ensuite, on m'a reconduit dans la cellule où j'étais, parce que nous étions tous dans la même cellule. Nous étions tous chacun dans une cellule, mais après, on nous a mis Djigo Tafsir et moi, on nous a mis dans une cellule. Et maintenant, les interrogatoires ont commencé. J'ai été conduit devant le commissaire de Daï, qui m'a dit de me présenter. Vous êtes membre des Flammes? J'ai dit non. Flammes, c'est quoi? J'ai dit que je ne connais pas. C'est vous qui avez produit le manifeste? Non.
Je connais pas. Manifeste, c'est quoi? J'ai ignoré systématiquement, quoi. D'accord, on va voir. Ils m'ont ramené. Le lendemain, ils m'ont reconvoqué, toujours la nuit, nuitamment. C'est vous qui avez produit le manifeste? Non? Bon, d'accord. On va chez vous, on va faire des fouilles. Ils m'ont amené. Le premier jour, ils ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé. J'ai dit oui, mais de toute façon, moi, vous n'avez trouvé. Parce que dans mon bureau, il n'y avait que des livres. Et aussi sur la table, j'avais laissé donc toute la thèse que j'étais en train de corriger. Ils n'ont rien trouvé. Bon, je savais où se trouvaient les documents. Parce que sur une pile de mes journaux Le Monde diplomatique, j'avais donc réparti tous ces documents compromettants. D'autres, je les avais enterrés parce que bon, c'est un travail qu'on avait commencé à assimiler depuis qu'on était étudiant. Les documents, il fallait toujours les enterrer quelque part pour qu'on ne puisse pas les retrouver. Et d'autres documents, je les avais répartis dans la maison. Bon, on n'a rien trouvé. Et le lendemain, on est revenu, notamment. Et ils se sont mis à fouiller et ils ont commencé à trouver quelques documents. Surtout un document sur lequel c'est un manuscrit. J'avais commencé à faire le compte rendu du déroulement de la rédaction du manifeste, de la commission de rédaction, comment ça s'est passé jusqu'à la sortie du document, comment ça a été distribué et tout. Et il dit voilà, vous aviez dit que c'est pas vous qui avez rédigé le manifeste. Et voilà des preuves. J'ai dit oui, mais c'est tout ce que j'ai. Mais au fur et à mesure qu'il fouillait, il retrouvait les documents qui nous avaient été donnés par nos informateurs. Et sur ces documents, par exemple sur le document de l'agriculture, celui qui me l'avait donné, il y avait son nom écrit en arabe. Bon, celui qui nous avait donné des informations sur l'armée, les statistiques et tout, il y avait son nom. Bon, j'avais écrit son nom et tout. Et là, bon, moi, ce qui m'inquiétait surtout aussi, c'est que j'avais la liste de tous les officiers noirs et bizanes à qui on avait remis le manifeste. Et puisque lorsqu'ils m'ont interrogé la première fois, ils m'avaient dit que j'avais un projet de coup d'État avec des officiers noirs et morts. J'ai dit que non, je n'avais aucun lien avec des officiers noirs et morts. Bon, ce qui fait que la personne qui nous avait donné ces informations sur l'armée, c'était le capitaine Kébé Abdoulaye Hachim, qui était mon voisin. Bon, ceci les a encouragés, dit ouais, c'est tout ce que vous avez comme document. J'ai dit oui, c'est tout. Il a dit à l'autre policier non, on va continuer à fouiller. Et ils sont allés dans notre chambre à coucher. Or, dans cette chambre à coucher, je me souviens, c'était le 29 août. Un ami, un aîné qui s'appelle Mourtdo, qui avait passé quelques jours à la maison, je lui ai dit bon, tu pars aujourd'hui, mais j'ai pas eu l'occasion de te faire visiter la maison, donc je te la fais visiter. Alors on est entré dans notre chambre à coucher, j'ai soulevé le matelas, je lui ai montré des documents du MPAM et aussi des flammes lorsque j'étais secrétaire général, toute cette documentation que j'avais projet d'envoyer au Sénégal pour le cacher là-bas. Alors je lui ai montré, il me dit mais Ibrahima, ça c'est dangereux. Mais il faut détruire ces documents ou bien les sortir. J'ai dit oui, j'ai bien l'intention de le faire parce que j'ai l'intention de l'envoyer au Sénégal, de cacher là-bas. Mon épouse m'a dit oui, je lui ai dit ça parce que c'est très dangereux, parce que si jamais on prend ces documents où tu te rends compte, tous ces noms et tout ça, c'est extrêmement dangereux. Alors lorsqu'ils sont entrés dans la chambre à coucher, moi j'étais très inquiet parce que si jamais ils découvraient ces documents, ce serait extrêmement grave. En fouillant, ils ont fini par retrouver les documents. Ce qui est à l'origine d'arrestation de beaucoup de nos camarades. Et on m'en veut jusqu'à présent, parce que bon, pour beaucoup, c'est moi qui ai dénoncé
tous ses camarades. J'ai dit que non, c'est pas moi malheureusement. C'est qu'on a tous ces documents, tous les procès-verbaux de nos réunions, toutes ces documentations jusqu'au plus petit détail. Ils ont trouvé ces informations. C'est pourquoi il y a eu donc cette accélération des séries d'arrestations, même si une liste de 40 personnes avait été déjà faite avant les arrestations. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que il y a des individus qui figuraient sur ces listes qui n'ont pas été arrêtés. Bon, particulièrement un. C'est après qu'on a compris qu'il avait été récupéré par le système et qui donnait toutes les informations parce qu'un policier nous avait abordé un jour par l'intermédiaire de mon épouse en disant que telle personne, il ne faut jamais le recevoir à la maison parce qu'il est en relation permanente à la sûreté et il vient régulièrement à la sûreté voir le directeur de la sûreté et voir aussi le ministre de l'Intérieur, le colonel Saint-Père. Bon, c'est après qu'on a compris le rôle qu'il jouait. Bon, lorsque nous sommes retournés donc à l'école de police avec les interrogatoires, oui, j'ai reconnu, de toute façon, je suis membre des Flammes, c'est nous qui avons rédigé le manifeste. Bon, évidemment, il y avait d'autres listes qu'il n'avait pas retrouvées, que j'avais enterrées, notamment les officiers, tous mes rendez-vous avec ces jeunes officiers que je devais rencontrer le 4 septembre. Et parmi eux, il y a un qui a été fusillé le 6 décembre 1987. C'est le lieutenant Sissaïdou. C'est lui qui devait me venir me voir avec d'autres le 4 septembre à la maison. Bon, évidemment, beaucoup ont fait courir le bruit que le coup d'État, le projet de coup d'État avait été organisé par les Flammes, mais en réalité, non. On n'avait rien à voir avec ce projet de coup d'État qui a été à l'origine des arrestations et aussi des exécutions des 3 officiers au mois de décembre 1987. Bon, donc maintenant, durant les interrogatoires, il y avait des confrontations. Alors, les gens venaient, est-ce que c'est lui, Ibrahima Sarr? J'ai dit oui. Alors, certains percevaient ça très mal. Pour eux, je les ai dénoncés. J'ai dit que non, je n'y peux rien. Vos listes et tout ce que nous avons fait, vos noms se trouvent sur ces documents. Je ne peux que confirmer ce qui est là. Bon, on peut couper là pour... Ouais. Alors, oui, vous étiez, je prends juste 10 secondes, vous étiez en train de dire qu'il y a des gens qui vous reprochaient d'avoir... Voilà. Ce reproche va me poursuivre jusqu'en prison parce que j'ai l'habitude toujours de prendre des notes partout. Et même en prison, je continue à prendre des notes. Bon, ça c'est une parenthèse, je continue à prendre des notes. Et une fois, les gens l'ont très mal pris parce qu'ils disaient que j'étais un danger pour eux. Parce qu'à chaque fois que je prenais des notes, ces notes étaient susceptibles de tomber entre les mains encore des gardes et que ça pourrait aussi nous compliquer les choses, donc il ne faut plus écrire. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui est venu me dire attention, ils sont en train de préparer, ça c'était à la prison de Nouakchott, des gens sont en train de préparer un coup contre toi, ils veulent prendre tes notes et les déchirer. Donc il faut essayer de les garder quelque part. Bon, j'en ai parlé à Djigo Tafsir, il m'a dit que non, de toute façon tu restes tranquille, c'est pas la peine d'insister, tu restes tranquille. Et le lendemain, bon, j'ai caché mes notes quelque part dans mon sac. Et le lendemain, lorsque je me suis réveillé, j'ai trouvé que mon sac avait été fouillé. Et ça a créé un incident, mais après, on a demandé à ce qu'on calme les choses parce que si jamais les gardes entendaient toutes ces interpellations, ça allait attirer leur attention et ça allait compliquer les choses. Donc on a qu'à rester tranquille. Bon. J'ai dit d'accord, mais ça a disparu. Donc toutes mes notes que j'avais depuis le jour de nos arrestations jusqu'au 19 juillet 1987, ça a disparu. Mais malgré tout, comme j'ai continué à reprendre mes notes, mais de façon très clandestine. Ce qui fait que jusqu'à ma sortie, très rares étaient les personnes qui savaient que je prenais des notes. Je ne sais pas si vous pouvez couper un peu, je vous montre... les notes là ou bien c'est pas après? Après peut-être. Après, d'accord. Voilà.
Donc, pour en revenir donc aux interrogatoires, pour moi, j'avais une stratégie parce que il y avait deux documents qui étaient restés à la maison, notamment sur toute notre organisation, notamment nos liens avec les militaires et même les listes de gens, de personnalités politiques nationales comme étrangères à qui on avait envoyé ces documents. Il ne fallait pas qu'on tombe là-dessus. Bon, je leur dis, oui, c'est tous les documents que nous avions. Et puisqu'ils avaient retrouvé donc ces listes et leurs noms, à chaque fois qu'il y avait confrontation, j'ai dit, oui, mais de toute façon, vous avez leurs noms, je n'ai pas confirmé. Et il y a eu des incidents assez malheureux qui ont beaucoup conditionné mes relations avec certains en prison et jusqu'à aujourd'hui. Bon, donc nous avons été transférés à la prison civile et jugés, pour aller rapidement, et jugés. C'était à quelle époque vous avez le jugement? Le 11 septembre. Le 11 septembre 1980. Donc nous avons été arrêtés. 86. Oui, 86. Donc vous êtes en prison depuis une semaine à peu près. Oui, d'abord arrêté à la direction à l'école de police, ensuite transféré le 9 et le 11 nous avons été jugés et condamnés pour moi pour 5 ans de prison et 10 ans de perte de citoyenneté et d'interdiction de séjour sur l'ensemble du territoire en dehors du village où je suis né. Bon, j'ai écrit quelques documents pour laisser en tout cas des traces sur le nombre de personnes qui ont été arrêtées, tous les camarades qui ont été arrêtés, torturés et aussi condamnés. Pour ce qui concerne les tortures, on a pratiqué différents types de tortures. Il y a la torture psychologique, des menaces d'arrestation des membres de vos familles, des simulacres d'exécution. On vous amène à la plage, on vous attache les yeux et on menace des simulacres d'exécution, des tortures physiques, des tortures morales. Mais ce qui m'a surtout impressionné, c'est ça c'est un discours que je lisais, mais que je n'avais jamais entendu parler, prononcé par un individu, que notre assimilation à des juifs, que nous serions massacrés un jour, qu'on va nous expulser de notre territoire. Bon, de toute façon, cette problématique, cette question, nous l'avions déjà dénoncée depuis 1975. On savait déjà qu'il y avait une préparation, mais à l'époque, le système n'avait pas tous les moyens et n'avait pas aussi toutes les capacités de le faire. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que ce système s'organisait, on sentait vraiment qu'il y avait bien une volonté d'organiser des expulsions de populations négro-africaines. Et ça, c'est un discours qu'ils ont beaucoup tenu, parce que le directeur de la sûreté, il lisait page par page le manifeste, et lorsqu'il est arrivé sur le chapitre concernant l'agriculture, lorsqu'on dénonçait donc cette politique de confiscation des terres de la vallée, il dit mais ce sont des terres qui appartiennent à des Arabes, de toute façon un jour ou l'autre on vous expulsera de toutes ces terres pour y installer nos populations. Donc c'est ce qui a été fait en 1989. Donc pour retourner en prison, ça n'a pas été facile parce que beaucoup d'entre nous n'avions pas du tout digérer ou bien n'avait pas du tout accepté le fait d'avoir été condamné en 4 ans ou 5 ans de prison et de perdre sa citoyenneté. Disons que si certains ont très mal digéré ça, d'autres l'ont beaucoup accepté dans la mesure où ils vous diront que oui, mais nous combattons, il faut s'attendre à toute situation, à s'attendre à ce que nous soyons tués, parce que nous sommes en train de lutter contre un système que nous voulons détruire. On est dans la logique des choses, donc il ne faut pas être surpris que nous soyons arrêtés, que nous soyons torturés, qu'on nous tue. Bon, évidemment, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ce raisonnement, mais disons que ceci quand même, disons nous tous qui avions ce raisonnement, ça nous a beaucoup servi pour notre capacité de résistance moralement face à toutes ces tortures physiques que nous subissions à Walata et à Ayoun. D'autres n'ont pas du tout digéré cela, ça les a beaucoup affaiblis.
Certains sont morts, d'autres ont été complètement traumatisés par cela. Ibrahim, je peux revenir sur le procès un tout petit peu, juste Oui. pour savoir comment vous avez vécu ce procès. Il y avait un moment où vous avez pu contacter votre famille, les familles étaient là ou pas là ou c'était Non, non, on n'était pas en contact avec nos familles, on était complètement isolés de nos familles, on était seulement en contact, même ça aussi c'est une seule fois qu'on a autorisé nos avocats à venir nous voir à la prison de Nouakchott. Et ils nous ont fait comprendre qu'on refusait systématiquement de leur donner nos dossiers pour qu'ils les examinent. Bon, de toute façon, ces avocats aussi savaient pertinemment que c'est des procès politiques, alors qu'eux, ce qu'ils voulaient, c'est nous juger en tant que droit commun. Des criminels qui menacent l'existence de la Mauritanie, qui menacent le régime. Et donc, c'est des procès de droit commun, ce qu'ils voulaient. Et bon, nous, on savait déjà que c'était déjà fait. Et le premier procès qui a eu lieu, ce qui est paradoxal, c'est qu'on ne faisait même pas l'effort de nous faire comprendre, parce que moi je ne comprenais pas du tout l'arabe, comme d'autres aussi qui ne comprenaient pas du tout l'arabe. Ce sont nos camarades même qui nous traduisaient. Bon, j'ai eu l'occasion d'écrire dans mon témoignage à Montpellier à l'occasion de la conférence nationale d'Amnesty International que je ne comprenais rien. C'est Djigo Tafsir qui me traduisait tout, parce qu'on était là assis l'un en face de l'autre. Et tout ceci montre que c'est toute une mise en scène. Et il y a certains, on avait des policiers qui n'osaient pas nous approcher, mais qui étaient là, qui écoutaient les propos du président du tribunal quand il était à son bureau. De toute façon, ces individus-là, il faut les massacrer systématiquement. Il faut les éliminer. C'est le discours qu'il tenait. Donc, on n'était pas là en face d'un tribunal de l'État. On était là en face d'un tribunal de l'État, du système, qui voulait faire un exemple contre des individus qui contestent ce système et qui veulent le détruire. Donc, on nous a, dans le verset, dans le verdict, ça c'est Tafsir qui me l'a expliqué, qui me l'a traduit, le verdict, on nous a assimilés à des juifs, et que on nous a assimilés à des juifs, donc il faut expulser ces individus de l'espace mauritanien. Ce sont des éléments nuisibles, comme les juifs étaient des éléments nuisibles dans l'espace de l'islam au temps de Mohammed. Alors, pour moi, j'ai dit que ça ne me dérange pas du tout. Bon, j'ai pas voulu entrer, c'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais quoi qu'il en soit, c'est que ce procès, c'est des procès pour faire un exemple à l'attention des autres qui ne sont pas encore arrêtés, ou bien à l'attention de toute une communauté qui est là, qui continue à contester systématiquement ce système. Si jamais vous voulez remettre en cause le système, si jamais vous voulez remettre en cause la politique d'arabisation, si vous voulez remettre en cause cette Mauritanie qui est pour une Mauritanie arabe, on vous réprime systématiquement. Et cette logique, à partir de 1986, à l'occasion des arrestations, nous sommes installés là-dedans de façon systématique. Avant, aussi bien au temps de Ould Daddah, il a appliqué cette logique en 1966, mais depuis, c'était une autre politique de caresser les têtes pour les endormir. Mais dès lors qu'ils ont senti que de plus en plus, il y a une forte prise de conscience et une volonté systématique de détruire ce système en faisant appel à l'opinion internationale, là, ils ont dit qu'il faut maintenant aller droit au but, liquider systématiquement tous ceux qui contestent ce pouvoir. Et on l'a vu à partir de 86 jusqu'en 90, c'est des massacres de population, c'est des déportations, c'est des intimidations systématiques. C'est-à-dire que utiliser la violence physique pour éliminer systématiquement tous ceux qui contestent l'hégémonie des Arabes en Mauritanie. Vous avez eu la condamnation tout de suite au tribunal? On a eu la condamnation tout de suite. On a eu la condamnation et bon, lorsqu'on a fait un appel, cette condamnation a été confirmée. Donc ça a été confirmé et donc nous allions faire 4 ans de prison. Pourquoi? Parce que tout simplement nous avons contesté un système, nous avons contesté cette politique raciste d'arabisation contre les populations non arabes en Mauritanie. Alors que nous avions demandé à ce qu'il y ait un débat national, c'est tout. On n'a pas demandé parce que lorsque le manifeste a été produit,
ça a été distribué pour sensibiliser l'opinion arabe et pour sensibiliser l'opinion internationale arabe aussi. Et la France, l'État français qui est toujours l'allié du système Bédan, ils ont pris le manifeste, ils l'ont complètement déformé en mettant là-dedans que si jamais on prenait le pouvoir, on allait massacrer tous les Arabes. Prendre les femmes arabes qui sont en état de grossesse, déchirer leur ventre et les massacrer systématiquement. Alors ce document, lorsqu'ils l'ont complètement déformé, ils l'ont distribué à toutes les ambassades arabes à Nouakchott, ils l'ont distribué à l'ambassade de France et ils l'ont distribué au journal Jeune Afrique, dont on connaît les opinions vis-à-vis de la Mauritanie, vis-à-vis des Noirs. Et il y a eu donc une campagne de communication pour diaboliser les flammes et montrer aussi que les flammes, qui sont des extrémistes, sont aidés par le Sénégal, qui selon eux, veulent déstabiliser la Mauritanie, et aussi aidés par l'État d'Israël. Donc pour légitimer leurs actions, il fallait qu'ils trouvent des arguments démagogiques, mensongers, pour pouvoir le faire. C'est pourquoi donc beaucoup de pays arabes, beaucoup d'ambassades arabes, des journaux arabes, Jeune Afrique, tout le monde a pris le relais de cette campagne en faisant comprendre que les flamistes, ce sont des extrémistes qui n'aiment pas les Arabes, qui détestent les Arabes, et si jamais ils ont l'occasion de tuer les Arabes, ils les tuent. Voilà. Donc pour vous-même, là maintenant, vous avez été condamné tout de suite au procès. Vous êtes resté dans les environs de Nouakchott ou... Non, on était à Nouakchott, à la prison de Nouakchott. Entre la prison de Nouakchott et le tribunal, c'est moins d'un kilomètre, hein, moins d'un kilomètre. Et nous sommes restés à la prison de Nouakchott. Nous n'avons jamais eu l'occasion de voir nos familles. Nous ne pouvions pas les voir. Et on était complètement isolés. Et paradoxalement, c'était au mois de septembre 1987, on a eu à arrêter des bassistes. Bon, le régime les avait accusés d'avoir voulu organiser un coup d'État contre Wultaya. Bon, souvent, il y a des contradictions entre eux, ils s'entretuent, mais ils s'entendent tous sur une chose: la Mauritanie est un pays arabe, il ne peut être dirigé que par les Arabes, et que ce sont les Arabes qui sont supérieurs aux Noirs. Bon, quelles que soient leurs contradictions internes. Et ils ont donc arrêté ces dirigeants bassistes. Et lorsque nous avons appris qu'ils allaient donc être installés avec nous à la prison de Nouakchott, bon, nous avons tenu rapidement une réunion. Quelle attitude il faut avoir à leur égard? Bon, certains disaient non, il ne faut pas les recevoir, il ne faut pas leur parler et tout. Je me souviens, Tafsir dit non, on les reçoit. On les reçoit correctement, parce que n'oublions pas que nous avons une culture. Une culture, on te dit que quand ton ennemi même vient dans ta maison, bon, tu l'accueilles selon nos traditions, et dès qu'il sort de ta maison, tu peux lui faire tout ce qu'il veut, mais ce qu'on appelle le Tedungal. Bon, on les accueille. Bon, maintenant, s'ils nous montrent notre visage hostile, bon, nous répondons en conséquence. Bon, lorsqu'ils sont arrivés, eux aussi, ils nous avaient tellement diabolisés qu'ils avaient fini même par être convaincus de la propagande qu'ils faisaient. Bon, mais lorsqu'ils ont vu qu'on les avait accueillis, on avait étalé une natte, on avait apporté de l'eau et tout, mais ils étaient très surpris de cet accueil, parce qu'eux, ils s'attendaient à ce qu'on les agresse tout de suite. Bon, ensuite, on avait demandé à l'un d'entre nous, parce qu'on avait beaucoup parmi nous qui avaient fait les pays arabes, qui connaissaient parfaitement bien aussi la société maure. On lui a dit d'aller rester avec eux pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et tout, quoi. Et c'est ainsi que je me souviens que celui-là, il est venu me dire un jour, oui, ils ont tellement de peur de nous qu'ils disent qu'il faut toujours faire attention à ces individus. Vous voyez, vous les voyez jouer au damier, dans quelques minutes, ils se tournent vers l'islam, ils sont compétents. Vous les entendez parler anglais, français, il y en a qui parlent russe, il y en a qui parlent allemand, il y en a qui parlent arabe. Et ils sont de toutes les compétences, c'est des individus extrêmement dangereux. Donc il faut faire il ne faut pas accepter de discuter avec eux. Bon, quoi qu'il en soit, ils nous ont demandé un débat. Ils ont proposé un débat. Nous avons accepté, donc c'est le bureau en entier qui était arrêté, bureau des Flammes. Bon, nous sommes restés avec eux, parce que c'est la direction aussi des bassistes qui était arrêtée. Nous avons discuté longuement. Et
ils nous ont dit voilà, que nous souhaiterions que cette rencontre fasse l'objet d'un compte-rendu qui sera diffusé à l'extérieur. Nous leur avons dit que non. Nous n'avons rien à voir avec vous, dès lors que nous avons eu l'occasion souvent de discuter avec certains d'entre vous, parce que certains d'entre vous étaient avec nous à l'université. Vous connaissez nos positions, nous connaissons vos positions, mais nous n'avons pas à produire un document rendant compte de cette discussion que nous avons eue aujourd'hui, une discussion sur laquelle nous ne sommes pas arrivés à nous entendre. Parce que je me souviens effectivement, j'avais posé la question à un qui s'appelle Mehmet. Je l'avais trouvé à l'université de Dakar, il était au département d'histoire. Je lui ai dit, mais Mehmet, tu sais très bien que moi je ne suis pas du tout arabe. Et tu as fait l'histoire, tu connais dans quelles circonstances ce pays a été construit par la colonisation, comment vivaient les populations entre elles. Donc tu ne peux pas véhiculer l'idéologie selon laquelle c'est un pays arabe. Les circonstances dans lesquelles les Arabes sont venus en Afrique. Alors moi, je n'ai pas envie d'être arabe en Mauritanie. Je suis ce que je suis. Et si je ne suis pas arabe, que vais-je faire? Alors, Bradley me dit, oui, mais si tu ne veux pas être arabe, tu traverses le territoire. Tu vas sur la rive sénégalaise. Alors c'est en ce moment qu'on a rompu la discussion. Bon, et surtout, ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est qu'à partir du moment où ils ont été enfermés avec nous, ils ont commencé à recevoir des visites de leur famille, alors que nous n'avons jamais eu de visite de famille. Ils recevaient régulièrement les visites de leur famille qui leur amenaient de quoi manger et tout. Et certains même, la nuit, recevaient leurs épouses. Alors là, ça a choqué certains, mais pour nous, c'était de nouveaux arguments. J'ai dit, oui, mais c'est le système Bédane. Il y a une nuance, il y a une différence entre les Noirs et les Maures. Mais ce qui nous a surtout inquiétés, c'est qu'un jour, un officier est arrivé leur rendre visite. Alors, il dit qu'on ne comprend pas qu'un officier vienne rendre visite à des prisonniers politiques bassistes. Alors, lorsque notre réseau a fait des enquêtes, ce n'était pas un officier mort, c'était un membre de l'ambassade d'Irak à Nouakchott, à qui on avait prêté une tenue d'officier mauritanien, et comme ça, avec la complicité du ministère de l'Intérieur et de l'Armée, il est venu rendre visite donc aux bassistes et les encourager de tenir. Parce que notre ami était là, bon, il faisait semblant de dormir et d'écouter, mais celui-ci les encourageait à rester.